L'or, quand il est sec, a ce son net, presque insolent, de pièces qu'on fait sauter dans la paume, mais l'or mouillé colle à la peau, s'alourdit, se couvre de sel, se perd dans les coutures d'une veste et finit par n'être plus qu'un éclat jaune au fond d'une vague noire. C'est une richesse qui ne se transmet pas, qui ne se dépose pas à la banque, qui ne se raconte qu'après coup, quand il ne reste que des noms, des rumeurs et des épaves. Samuel Bellamy naît en Angleterre, le 23 février 1789, dans un pays qui respire la mer comme d'autres respirent la poussière des champs. L'Angleterre de la fin du XVIIe siècle est une machine à mât, les ports sentent le goudron chaud, la corde humide, la laine rêche des manteaux de marins. On y parle de vent et de prix, de guerres et de cargaisons, de la différence entre un bon capitaine et un homme qui vous fera mourir à la première tempête. On y apprend tôt que l'océan n'est pas un décor, c'est un employeur brutal. Bellamy grandit dans ce monde-là où la mer est à la fois promesse et menace, promesse d'un salaire, d'un butin parfois, d'un horizon qui n'appartient à personne, menace d'une jambe cassée sur un pont glissant, d'une fièvre dans une cale, d'un boulet qui traverse la coque, d'un naufrage qui ne laisse même pas de tombe. Les garçons des côtes anglaises voient passer les navires comme on voit passer des carrosses, avec envie, avec crainte, avec cette idée fixe qu'il existe ailleurs une vie plus large que la ruelle et l'atelier. On ne devient pas pirate en se levant un matin avec une idée romantique, on devient pirate parce qu'on a déjà vécu la mer, parce qu'on a déjà compris la hiérarchie des ponts, la faim, la discipline, les coûts, les dettes, parce qu'on a déjà vu comment l'argent circule, du marin vers l'armateur, de l'armateur vers le marchand, du marchand vers le gouverneur, et que tout en bas, celui qui a tiré sur les drisses et frotté le pont n'a que ses mains abîmées pour preuve de son passage. À la charnière des XVIIe et XVIIIe siècles, l'Atlantique est un théâtre saturé. Les grandes puissances européennes se disputent, les routes, les colonies, les cargaisons. La guerre de succession d'Espagne vient de secouer le monde maritime pendant des années. Des milliers d'hommes ont navigué sous lettres. De marques, corsaires légaux tant que la guerre durait, prédateurs autorisés tant qu'ils attaquaient les ennemis du roi, et puis la paix arrive. Les papiers se périment. Les canons se taisent sur les traités, mais pas sur l'eau. Les marins démobilisés se retrouvent sans emploi stable, avec une compétence unique. Prendre des navires, c'est là que l'époque bascule. L'âge d'or de la piraterie n'est pas une mode, c'est une conséquence. Une économie de surplus humain, trop de marins, trop de navires, trop d'armes, trop d'habitudes de la violence, et des routes commerciales qui ressemblent à des veines pleines, gonflées de sucre, de tabac, d'indigo, de cacao, de tissus, d'alcool, d'armes et d'êtres humains enchaînés. Le commerce triangulaire n'est pas une abstraction, c'est une mécanique. L'Europe envoie des marchandises vers l'Afrique, l'Afrique envoie des captifs vers les Amériques renvoient des produits vers l'Europe, à chaque étape de l'argent. À chaque étape, des hommes qui peuvent être tentés de le prendre autrement. Bellamy, lui, n'est pas né dans un palais. Il n'est pas non plus un misérable sans attache. Il appartient à cette zone grise, immense, de l'Angleterre maritime. Des familles qui vivent au rythme des départs, des retours, des nouvelles qui arrivent en retard, des lettres qui sentent le sel. On sait qu'il finira par traverser l'Atlantique, comme tant d'autres. On sait aussi que, dans ces années-là, traverser n'est pas un voyage, c'est une rupture. On quitte un monde de règles connues pour un monde où les règles se négocient à coups de mousquet. Quand Bellamy met le cap vers le Nouveau Monde, il entre dans une géographie de l'opportunité. Les colonies anglaises d'Amérique du Nord, la Nouvelle-Angleterre notamment, vivent du commerce, de la pêche, du bois et d'un trafic plus discret, parfois illégal, qui contourne les taxes et les monopoles. Les Caraïbes, elles, sont une mosaïque de ports, de baies, d'îles où l'on peut disparaître en changeant de pavillon. Nassau, aux Bahamas, deviendra bientôt un nom qui claque comme une enseigne. Un refuge, un marché noir, une république de fortune, où des capitaines sans roi se donnent des règles à eux. Mais avant Nassau, avant les grands coups, il y a la vie ordinaire du marin. Le roulis qui vous vole le sommeil. Le biscuit dur, plein de charançon, qu'on trempe dans la bière ou le rhum pour pouvoir le mâcher. L'eau qui tourne, qui sent le tonneau. Les cordages qui brûlent les paumes. Les quarts de nuit où l'on fixe une ligne noire d'horizon en espérant que le vent ne tourne pas. Les jurons, les prières, les chansons. Et cette sensation très particulière d'être minuscule sur une planche de bois au milieu d'un monde liquide. Bellamy apprend ce monde-là. Il apprend aussi ce que vaut un homme sur un pont. Pas grand-chose si le capitaine est cruel. Les capitaines marchands ont un pouvoir presque absolu. La discipline est maintenue par le fouet, par la privation, par l'humiliation. Les salaires sont souvent retenus, amputés, retardés.
Les marins signent des contrats qu'ils ne comprennent pas toujours et se retrouvent endettés avant même d'avoir touché leur paye. La mer, c'est la liberté vue de loin. De près, c'est une prison mobile. Et pourtant, c'est aussi un lieu où les hiérarchies terrestres se fissurent. Sur un navire, un homme qui sait manœuvrer, qui sait lire le ciel, qui sait tenir une barre dans le gros temps, peut valoir plus que un gentilhomme incapable de faire un nœud. La compétence devient une monnaie. La bravoure aussi. Et l'audace surtout. Dans les ports américains, Bellamy rencontre un autre type d'hommes, ceux qui vivent à la frontière de la loi, des pêcheurs qui font de la contrebande, des marchands qui ferment les yeux, des taverniers qui posent des questions seulement quand il n'y a plus de clients, des anciens corsaires qui racontent la guerre comme on raconte une jeunesse perdue, avec nostalgie et avec une lueur dangereuse dans le regard. On y parle de prises fabuleuses, de navires espagnols lourds d'argent, de galions, de cargaisons qui valent une vie entière de salaire. On y parle aussi de la répression, des gibets, des procès, des corps qui se balancent dans le vent des ports. Pour servir d'exemple, la piraterie, à ce moment-là, n'est pas encore un uniforme, c'est un choix qui se fait par glissement. On commence par accepter un embarquement douteux, on ferme les yeux sur une cargaison. On participe à une attaque à moitié légale, et puis un jour, on se retrouve sur un pont où le pavillon n'est plus celui d'un roi, mais un chiffon noir qui dit simplement « Ici, c'est nous ». Bellamy n'est pas encore Black Sam. Ce surnom viendra avec la réputation, avec la peur qu'il inspire, avec la manière dont les autres le racontent. Pour l'instant, il est un homme jeune, né en 1649, donc à peine dans la vingtaine quand l'Atlantique commence à se remplir de pirates célèbres. Il appartient à une génération qui arrive juste après la grande vague des corsaires de guerre, une génération qui n'a pas forcément de place dans l'ordre établi, une génération qui voit très concrètement que la richesse circule sur l'eau et que ceux qui la transportent ne sont pas ceux qui la possèdent. Il y a aussi dans sa trajectoire cette tension intime qui revient sans cesse chez les marins devenus pirates, le désir d'une vie à terre, une maison, un nom respecté, une stabilité, et en même temps l'addiction au mouvement, au risque, à l'horizon. La terre ferme promet la paix, mais elle impose des règles. La mer promet l'aventure, mais elle exige tout. Les récits autour de Bellamy évoquent une motivation qui n'est pas seulement l'argent, l'idée d'une ascension sociale, d'un destin, plus grand que celui qu'on lui a assigné. Dans l'Angleterre et les colonies, la naissance pèse lourd. Les portes s'ouvrent, tout se ferme selon le nom, selon la fortune, selon les relations. Sur un navire pirate, en revanche, un homme peut devenir capitaine parce que les autres le veulent, parce qu'il sait se battre, parce qu'il sait décider, parce qu'il sait partager. Cette idée-là est explosive. Elle attire, elle justifie, elle donne une couleur presque politique à un métier qui reste au fond un métier de violence. Car il ne faut pas se tromper. La piraterie, ce n'est pas une philosophie, c'est une pratique. On prend par la menace, on prend par la peur, on prend parce qu'on a des canons et que l'autre n'en a pas, ou parce qu'on est plus nombreux, ou parce qu'on arrive au bon moment, quand le vent est favorable et que la proie est lourde. Mais avant de prendre, il faut apprendre. Apprendre les routes, les saisons, les courants, les endroits où les navires marchands ralentissent, où ils sont vulnérables, apprendre à reconnaître une silhouette à l'horizon, un sloop rapide, une brigantine, un gros bâtiment chargé, apprendre à lire les pavillons, à deviner si un navire est armé, si son équipage est prêt à se défendre, si son capitaine est du genre à se rendre ou à mourir. Bellamy se forme dans un Atlantique où l'information est une arme. Les pirates vivent de rumeurs. Tel convoi part de telle île, tel navire a quitté la Barbade, tel capitaine transporte de l'or, tel gouverneur ferme les yeux contre une part. Les tavernes sont des bourses de renseignement, les quais sont des journaux, les marins qui débarquent sont des messagers involontaires. Et puis il y a la question du navire. Sans navire, pas de piraterie. Il faut un bâtiment rapide, maniable, capable de remonter au vent, de poursuivre, de fuir. Les pirates commencent souvent avec peu. Un sloop, une petite embarcation, ils l'améliorent. Ils ajoutent des canons, ils recrutent des charpentiers, des voiliers, des canonniers. Ils transforment un outil de commerce en outil de chasse. Dans ce monde, Bellamy va rencontrer des hommes qui comptent, des capitaines déjà engagés dans la piraterie, des équipages qui ont fait le saut. Les noms circulent, Benjamin Hornigold, Henry Jennings, et bientôt un certain Edward Teach, qui deviendra Barbe Noire. Ce n'est pas un club, c'est un réseau mouvant, fait d'alliances temporaires, de trahisons, de partage, de rivalité. On se retrouve pour attaquer un convoi, on se sépare pour ne pas se gêner, on se recroise dans un port où l'on dépense trop vite ce qu'on a pris. Bellamy entre dans cette zone grise vers 1716, au moment où la piraterie caribéenne atteint une intensité particulière. Les Bahamas, et Nassau en particulier, deviennent un aimant.
La ville est mal contrôlée, les autorités sont faibles, les pirates y trouvent des réparations, des vivres, des acheteurs pour les marchandises volées. On y trouve aussi des recrues, des marins fatigués des coups, des hommes en fuite, des aventuriers. Ce qui frappe quand on regarde cette période, c'est la vitesse. Tout va vite. Les carrières se font en quelques mois. Les fortunes apparaissent et disparaissent. Un homme peut être inconnu en janvier, capitaine en juin, mort en décembre. La mer ne laisse pas le temps de s'installer. Bellamy, lui, a cette réputation qui se construira surtout après sa mort, d'avoir été un capitaine charismatique, capable de parler à ses hommes comme à des égaux. Dans la piraterie, ce n'est pas un détail. Beaucoup d'équipages pirates élisent leurs officiers, votent certaines décisions, imposent des articles qui régissent le partage du butin et la discipline. Ce n'est pas une démocratie moderne, c'est une démocratie de survie. On accepte l'autorité parce qu'elle est utile et on la retire. Si elle devient dangereuse, cette culture pirate naît en réaction à la tyrannie des navires marchands et militaires. Sur un bâtiment de la Royal Navy, la discipline est de fer, les rations sont comptées, les coups pleuvent, et la solde arrive quand elle arrive. Sur un navire pirate, on promet une part, on promet une voie. On promet, au moins en théorie, que le risque sera payé. Mais cette promesse a un prix, l'engagement total. Quand on devient pirate, on devient hors la loi. On ne peut plus rentrer facilement au port sous son nom. On ne peut plus se présenter devant un juge, on ne peut plus réclamer justice. On vit dans une parenthèse, et cette parenthèse peut se refermer d'un coup, par une capture, par une trahison, par une tempête. Bellamy apprend aussi la géographie morale de l'Atlantique. Il y a des ports où l'on pend les pirates sans discuter, d'autres où l'on négocie, des gouverneurs qui veulent faire des exemples, d'autres qui veulent surtout que le commerce continue, même sale. Les colonies ont besoin de marchandises, de main-d'œuvre, de bois, de sucre, de rhum. Les pirates apportent des biens à bas prix. Ils sont un poison et un remède. On les déteste en public, on les fréquente en privé. Dans les cales des navires marchands, la richesse est tangible. Des ballots de tissu, des barils de sucre, des caisses de tabac, des sacs de cacao, des pièces de monnaie, des objets de luxe, et parfois, sur les routes atlantiques, des cargaisons plus sinistres, des hommes, des femmes, des enfants, traités comme marchandises. La piraterie se nourrit de ce commerce, même quand elle prétend le combattre. Un pirate peut se dire ennemi des tyrans et vivre pourtant des routes que la tyrannie a créées. C'est là que la contradiction de Bellamy commence à prendre forme. On le décrira plus tard comme un homme qui parle de liberté, qui méprise les riches, qui se moque des lois faites pour protéger les puissants, et en même temps il choisit un métier qui repose sur la menace, sur la prise, sur l'appropriation. Il peut être généreux avec ses hommes, et impitoyable avec ceux qui l'attaquent. Il peut rêver d'une vie à terre, et s'enfoncer chaque jour davantage dans une existence qui rend ce rêve presque irréalisable. Le passage de marin à pirate n'est pas seulement un changement de statut, c'est un changement de regard. Un marin voit un navire comme un travail. Un pirate voit un navire comme une proie. Il regarde la ligne de flottaison, la hauteur des bastingages, le nombre de canons, la vitesse. Il pense en termes de vent. Si le vent tombe, la poursuite s'éternise. Si le vent tourne, la proie peut s'échapper. Si la mer grossit, l'abordage devient un chaos de bois et de sang. Bellamy, dans ses années de bascule, se forge dans ce calcul permanent. Il apprend à vivre avec l'incertitude, avec la faim parfois, avec l'excès souvent quand une prise permet de boire, de jouer, de dépenser. Les pirates sont célèbres pour dilapider vite. Ce n'est pas seulement de l'inconscience, c'est une logique. L'argent volé est difficile à garder. Il faut le transformer en plaisir immédiat, en équipement, en influence. Et puis, au fond, qui sait s'il y aura un lendemain? La mer, elle, ne se soucie pas des légendes. Elle impose ses lois physiques, le bois travaille, les voiles se déchirent, les cordages cassent, le sel ronge tout. Les tempêtes ne demandent pas si vous êtes courageux. Elles arrivent, elles prennent. Dans l'Atlantique, la météo est un calendrier invisible. Les saisons dictent les routes. Les ouragans hantent les Caraïbes. Les tempêtes du Nord attendent les imprudents. Un capitaine qui veut survivre doit connaître ses rythmes. Il doit savoir quand rester près des îles, quand s'en éloigner, quand chercher un abri, quand risquer une traversée. Bellamy, à ce stade, n'est pas encore au sommet. Il est dans l'apprentissage, dans la montée, dans cette période où l'on observe, où l'on teste, où l'on se fait un nom. Un nom dans la piraterie est une arme. Il peut faire capituler un navire sans tirer un coup de canon. Il peut attirer des recrues. Il peut aussi attirer la chasse, car la chasse existe déjà. Les autorités coloniales et la Royal Navy ne sont pas aveugles. Elles voient les pertes. Elles entendent les plaintes des marchands. Elles savent que la piraterie menace l'économie.
Et elles savent aussi que certains ports profitent de cette économie parallèle. La répression est donc inégale, parfois hypocrite, mais elle se durcit. On commence à parler de pardons royaux, une offre de clémence pour ceux qui déposent les armes, une carotte et derrière, le bâton. Pour un pirate en devenir, c'est une horloge qui tourne, pas une horloge de salon, tranquille, une horloge de mer, brutale. La fenêtre se referme, les patrouilles augmentent, les gouverneurs changent, les alliances se brisent. On peut être toléré un mois, traqué le mois suivant. Bellamy avance dans ce couloir étroit. Il doit trouver sa place parmi des hommes qui ne respectent que la force et la compétence. Il doit prouver qu'il sait naviguer, qu'il sait se battre, qu'il sait décider. Il doit aussi gérer l'humain, des équipages hétéroclites, des nationalités mélangées, des caractères explosifs. Sur un navire pirate, la mutinerie n'est jamais loin. La discipline existe, mais elle est différente. Elle repose sur des règles acceptées, sur la peur aussi, et sur la promesse du partage. Le partage du butin, justement, est un des moteurs les plus puissants. Dans la marine marchande, un marin peut travailler des mois pour une paie maigre. Dans la piraterie, une prise réussie peut rapporter en une journée ce qu'un homme gagnerait en année. Mais ce peu est énorme, parce qu'on peut aussi mourir en une minute. Bellamy, dans cette première phase de sa vie, est encore un homme qui cherche une fortune, oui, mais aussi une forme de dignité, une place, une manière de ne pas être écrasé par un système où les riches deviennent plus riches et où les marins restent interchangeables. La piraterie offre une réponse simple, trop simple, prendre. Et l'Atlantique, à ce moment-là, offre des cibles. Les routes sont pleines, les navires sont nombreux. Les équipages marchands ne sont pas toujours prêts à se battre. Beaucoup préfèrent se rendre plutôt que de mourir pour une cargaison qui ne leur appartient pas. Les pirates le savent. Ils jouent sur la peur. Ils jouent sur la réputation. Ils jouent sur la vitesse. On imagine souvent les pirates comme des hommes isolés, des loups solitaires. En réalité, ils sont des professionnels du collectif. Un navire, c'est une communauté forcée. On y mange ensemble, on y dort serré, on y travaille en cadence, on y partage les maladies, on y partage les victoires, on y partage les morts. Bellamy s'inscrit dans cette communauté et peu à peu il se distingue. Pas encore par un trésor fabuleux, pas encore par un navire mythique, mais par une trajectoire qui s'accélère. Il est de ceux qui comprennent que la mer n'attend pas, que la fortune sur l'eau est un éclair, qu'il faut frapper vite, bouger vite, décider vite, et déjà quelque part derrière lui, l'idée de la terre ferme continue de tirer, comme un fil, une vie normale, une respectabilité. Peut-être une femme, une maison, un nom qui ne soit pas murmuré avec crainte dans les tavernes, mais ce fil se tend à chaque prise, à chaque attaque, à chaque jour passé hors de la loi. Plus on avance, plus il est difficile de revenir. La légende dira plus tard, le pirate le plus riche. Mais à ce moment précis, Bellamy est surtout un homme qui a mis le pied sur une pente glissante, salée, dangereuse, une pente où l'or brille, oui, mais où l'or est déjà mouillé, où chaque pièce a le goût du sel, où chaque promesse de richesse porte en elle la possibilité d'un naufrage. Il suffit d'un vent contraire, d'une rencontre, d'un choix, et la vie bascule. Bellamy est en route vers ce basculement dans un Atlantique qui ressemble à une carte vivante, des ports qui ferment les yeux, des gouverneurs qui écrivent des proclamations, des navires qui chargent et déchargent, des marins qui désertent, des corsaires qui deviennent pirates, des pirates qui rêvent de pardon, des marchands qui comptent leurs pertes, des familles qui attendent des nouvelles qui n'arrivent jamais, et au-dessus de tout cela le ciel, changeant, indifférent, capable en une nuit de transformer une mer docile en un monstre. C'est dans ce monde, dans cette vitesse, dans cette contradiction, que Samuel Bellamy commence à devenir Black Sam, pas encore par l'or, par le mouvement, par l'audace, par cette manière de choisir la mer contre la terre, encore et encore, comme si l'horizon avait sur lui une prise plus forte que n'importe quelle promesse de stabilité. Et déjà, sans qu'on le sache, l'or qui l'attend est un or destiné à être mouillé. Nassau n'est pas une verle, c'est une odeur. Un mélange de rhum renversé, de poissons trop longtemps au soleil, de sueur rance dans les chemises de toile et de goudron chauffé sur des braises pour colmater une coque. On y marche dans une poussière blanche qui colle aux bottes, on y entend des marteaux sur des bordages, des jurons en anglais, en français, en espagnol, en créole, et cette musique de fond permanente des ports 100 mètres, le clapot contre les pilotis, les poulies qui grincent, les voiles qu'on hisse à moitié, faute de discipline, faute de temps, faute d'envie. C'est là, dans ce décor de fin du monde et de début de fortune, que la piraterie cesse d'être une tentation abstraite et devient une profession, une corporation sans charte. Un marché du travail où l'entretien d'embauche se fait au regard, à la cicatrice, à la façon de tenir un coutelas,
On ne demande pas un certificat de naissance. On demande si tu sais grimper dans la mâture quand le vent te gifle, si tu sais charger un canon sans te faire arracher les doigts, si tu sais te taire quand il faut et parler quand il faut. Et surtout, si tu sais partager. Samuel Bellamy arrive dans cet univers au moment où il se structure, justement, autour de cette idée paradoxale de partage. Les pirates ne sont pas des saints, ils ne sont pas des philosophes, mais ils ont compris une chose que les armateurs et les capitaines, marchands feignent d'ignorer. Un équipage, ça se tient par l'intérêt, par la promesse, par une règle claire. Sur un navire marchand, on obéit parce qu'on a peur du fouet et parce qu'on espère toucher sa solde un jour. Sur un navire pirate, on obéit parce qu'on a voté, parce qu'on a signé des articles, parce qu'on sait que la part du butin est écrite, noir sur blanc, et que celui qui triche peut finir à la mer. Les articles pirates, ces codes internes, varient d'un équipage à l'autre, mais l'esprit est le même, une forme de contrat social de la violence. On y fixe les parts, le capitaine reçoit plus, le quartier-maître aussi, les spécialistes aussi, canonniers, charpentiers, chirurgiens quand il y en a. On y prévoit des compensations pour les blessures, tant pour un bras perdu, tant pour une jambe, tant pour un œil. On y interdit parfois le jeu d'argent à bord, ou on le limite, parce que les dettes font naître les couteaux. On y impose le silence des lumières après une certaine heure, parce qu'un navire repéré est un navire mort. On y règle même les querelles, pas de duel sur le pont, pas de sang sur les planches qui doivent rester glissantes de sel, pas de désordre qui affaiblit la chasse. Bellamy apprend vite que cette égalité n'est pas un idéal, c'est une technique. Une technique pour transformer une bande d'hommes affamés en machine de prise. Et dans cette machine, le quartier-maître est souvent plus important que le capitaine. C'est lui qui représente l'équipage, qui surveille la distribution, qui peut contester une décision. Le capitaine commande au combat, oui, mais hors combat, il doit composer, il doit convaincre, il doit être aimé ou au moins respecté, sinon on le remplace. La mer est pleine de capitaines déposés comme on jette un baril vide. Dans ce monde-là, Bellamy n'est pas seulement un bras, il a quelque chose qui attire, une assurance, une manière de parler, une capacité à se tenir droit au milieu du chaos. Les témoignages qui nous parviennent, filtrés par les procès et les récits de survivants, dessinent un homme qui sait donner du sens à ce qu'ils font, pas un sens noble, non, un sens utile. Une justification qui permet de dormir malgré les cris des navires capturés, malgré les visages terrorisés, malgré la conscience, parfois qu'on est devenu ce qu'on haïssait, car la piraterie c'est aussi ça, une école de rationalisation. On se raconte que les marchands sont des voleurs en gants propres, que les gouverneurs sont des bandits avec des sceaux officiels, que les lois sont écrites pour protéger les riches, et il y a du vrai, il y a même beaucoup de vrai. Mais ce vrai-là sert de voile. Il cache le fait brut, on prend parce qu'on peut prendre. Bellamy entre dans les réseaux pirates au moment où ils sont en pleine effervescence. Les noms circulent comme des monnaies. Benjamin Hornigold, figure de Nassau, mentor de plusieurs futurs grands capitaines. Henry Jennings, qui a montré comment un coup bien placé peut enrichir un équipage en quelques heures. Et puis, dans l'air, comme une rumeur qui enfle, l'idée que la mer des Caraïbes est devenue trop petite, trop de prédateurs, trop de proies qui apprennent à se défendre, trop de gouverneurs qui commencent à comprendre que la tolérance coûte cher. Alors on bouge. On glisse vers les Bahamas, vers Hispaniola, vers Cuba, vers la côte de Floride, vers les routes qui remontent. On cherche les navires isolés, les retardataires, les bâtiments lourds qui ne peuvent pas fuir. On cherche aussi les endroits où l'on peut réparer sans être dénoncé, une anse discrète, une île basse, un mouillage où l'eau est claire et où l'on peut caréner, gratter la coque, enlever les bernacles qui ralentissent, changer un bordage, recoudre une voile. La vie pirate, ce n'est pas seulement l'abordage, c'est une logistique, une économie de pièces détachées. Un navire est un organisme. Il mange du bois, du chanvre, du fer, de la toile. Il boit de l'eau douce. Il exige des barils, des clous, des poulies, des vergues. Et chaque réparation est une course contre le temps. Parce que rester immobile, c'est être trouvé. Bellamy apprend aussi la science du pavillon. Le pavillon, c'est un mensonge cousu. On approche sous couleur neutre. On se fait passer pour un marchand, pour un ami, pour un navire en détresse. On attend la distance où l'on peut parler, où l'on peut voir les visages. Et puis, d'un coup, on hisse le noir. Ou le rouge parfois, signe qu'on ne fera pas de quartier si l'on résiste. La psychologie est une arme. Un navire qui se rend vite est un navire qui ne coûte pas de poudre, pas de sang, pas de temps. Et le temps dans la piraterie est plus précieux que l'or. Parce que l'or, on peut le perdre. Le temps perdu, lui, se transforme en patrouille qui vous rattrape, en tempête qui vous surprend, en proie qui s'échappe. Les pirates vivent dans une économie de vitesse.
Ils préfèrent souvent les prises faciles, même moins riches, parce qu'elles s'enchaînent. Un sloop rapide, bien mené, peut faire une saison entière de chasse, comme un faucon qui ne se pose jamais. Bellamy, à ce stade, n'est pas encore le maître d'un grand bâtiment. Il évolue dans cette culture du sloop et de la brigantine, des navires nerveux, bas sur l'eau, capables de se faufiler dans les hauts fonds où les gros marchands n'osent pas aller. Sur ces ponts étroits, tout est proche. Les canons, les barils de poudre, les hamacs, les cordages. La nuit, on dort au milieu des armes. Le jour, on marche sur des planches qui sentent le sel et la graisse. On vit avec le risque d'une étincelle, une pipe mal éteinte, un coup de feu inutile. Et c'est l'enfer en une seconde. Il y a aussi la question des hommes. Un équipage pirate est un assemblage improbable. Des Anglais, des Irlandais, des Écossais, des Français, des Hollandais, des Africains, libres ou évadés, des métis des îles, des marins qui ont déserté la Navy, des anciens corsaires, des artisans embarqués. Chacun arrive avec sa langue, ses rancunes, ses habitudes. Il faut les faire tenir ensemble. Il faut éviter que l'alcool ne transforme le pont en champ de bataille. Il faut éviter que la peur ne transforme la chasse en fuite. Il faut éviter que l'avidité ne transforme le partage en mutinerie. C'est là que Bellamy commence à se distinguer, par une forme de commandement qui n'est pas seulement la menace. Il sait que la peur fonctionne, mais qu'elle use. Il sait que l'autorité absolue, celle des capitaines marchands, produit des hommes qui désertent dès qu'ils peuvent. Un pirate, lui, a besoin d'hommes qui restent, qui reviennent après une escale, qui ne disparaissent pas avec leur part. Alors il faut autre chose. Une loyauté achetée, oui, mais aussi une loyauté nourrie par l'idée que le capitaine n'est pas un tyran. Cette idée, Bellamy la manie comme un outil. Il parle de justice, de liberté, de mépris pour les gentlemen qui vivent du travail des autres, et ces hommes qui ont connu les coups, les soldes impayés, les humiliations, boivent ces paroles comme du rhum. Elles brûlent, elles réchauffent. Elles donnent l'impression que la violence a une raison, mais la mer, elle, rappelle sans cesse la réalité. La réalité, c'est qu'un navire capturé, c'est d'abord des gens terrorisés, des capitaines marchands qui savent qu'ils peuvent finir pendus s'ils ont résisté, des matelots qui n'ont rien à perdre et qui parfois se battent comme des diables, des passagers qui prient, des cargaisons qui ne sont pas des sacs d'or mais des marchandises encombrantes, sucre collant, tabac qui moisit, tissus qui prennent, l'humidité, barils qui fuient, et il faut décider vite. Qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on brûle, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on garde pour le troc? Le butin dans la piraterie n'est pas toujours spectaculaire. Souvent, c'est du quotidien, des vivres, du rhum, des outils, des vêtements, des armes. Ce sont des choses qui permettent de continuer. Et puis, parfois, il y a le coup de chance. Des pièces, des lingots, des bijoux, des lettres de change. Là, l'équipage change de visage. Les yeux brillent, les mains tremblent. On compte, on recompte, on cache, on accuse l'autre de voler. Le quartier-maître doit être un juge. Le capitaine doit être un arbitre. Et l'or déjà commence à se mouiller, parce qu'il attire la tempête humaine avant même la tempête du ciel. Dans ces mois de 1716, la répression commence à se durcir, mais elle n'est pas encore une chape. Les autorités coloniales sont prises entre deux feux. D'un côté, les marchands hurlent, les primes d'assurance montent, les cargaisons disparaissent, les routes deviennent impraticables. De l'autre, les colonies vivent aussi de ce commerce gris. Les pirates dépensent, achètent, payent des réparations, font tourner. Les tavernes apportent des marchandises à bas prix. Et certains gouverneurs, certains juges, certains officiers ferment les yeux contre une part. La corruption n'est pas un accident, c'est un lubrifiant. Bellamy navigue dans ce monde de complicité. Il apprend quels ports sont dangereux, lesquels sont pratiques. Il apprend qu'un même homme peut vous vendre des clous le matin et vous dénoncer le soir si le vent tourne. Il apprend que la loyauté à terre est plus rare qu'en mer. En mer, au moins, on sait qui tient le couteau. Et puis, il y a la concurrence. Les pirates ne sont pas une armée unie. Ils se croisent, s'allient, se séparent. Ils peuvent partager une prise ou se la voler. Ils peuvent se prêter des hommes ou se les débaucher. Un équipage qui a faim peut devenir agressif envers un autre équipage. Un capitaine jaloux peut provoquer une querelle. Et au milieu de tout ça, il faut maintenir une réputation, être assez redouté pour qu'on se rende, mais pas assez haï pour que tout le monde vous chasse. La réputation de Bellamy, justement, se construit aussi par contraste. Il y a des capitaines pirates qui cultivent la terreur pure, torture, mutilation, cruauté gratuite, et il y a ceux qui comprennent que la terreur est un investissement risqué. Un navire marchand qui croit qu'il sera massacré de toute façon se battra jusqu'au bout. Un navire qui croit qu'il sera épargné se rendra plus vite. La clémence pirate, quand elle existe, n'est pas une bonté, c'est une stratégie. Bellamy semble appartenir à cette seconde catégorie, du moins dans l'image qui nous est parvenue.
Un homme capable de parler, de négocier, de se présenter comme un gentleman de la mer, tout en restant un prédateur. Cette dualité fascine. Elle rend le personnage plus grand que nature. Mais elle est aussi typique de l'époque. Beaucoup de pirates se voient comme des correctifs, des vengeurs, des hommes qui rééquilibrent un monde injuste, et beaucoup, en même temps, profitent de ce monde injuste jusqu'à la moelle, car les routes qu'ils attaquent sont les routes du sucre, du tabac et du sang. Les navires négriers traversent l'Atlantique comme des cercueils flottants, les pirates les croisent, parfois ils les attaquent pour l'or, pour les marchandises, pour les armes, parfois ils évitent, parce qu'un négrier peut être bien armé, parce que la cargaison humaine est difficile à revendre sans se salir, davantage parce que la prise est encombrante, et pourtant, même quand ils ne touchent pas directement à cette cargaison, ils vivent dans l'ombre de ce commerce, ils en profitent indirectement. Ils en utilisent les routes, ils en utilisent les ports, ils en utilisent les complicités. C'est dans ce contexte que Bellamy monte en grade. La piraterie est un monde où l'ascension est brutale. On devient officier parce qu'on a montré du sang-froid sous le feu, parce qu'on sait manœuvrer, parce qu'on sait lire une carte, ou du moins lire la mer, parce qu'on sait parler aux hommes, parce qu'on sait aussi être impitoyable au bon moment. Un capitaine trop doux perd son équipage. Un capitaine trop cruel le perd aussi. Il faut une balance. Bellamy semble avoir trouvé cette balance, ou du moins l'avoir approchée assez pour qu'on lui confie plus. Et puis il y a un nom qui apparaît à côté du sien, comme une ombre portée, Palsgrave Williams. Un compagnon, un associé, un homme de confiance. Dans la piraterie, c'est dû au compte. Un capitaine seul est vulnérable. Un capitaine avec un partenaire solide peut diviser les tâches, tenir l'équipage, négocier, planifier. Les alliances personnelles sont des gouvernails invisibles, les prises s'enchaînent. Pas forcément des trésors de compte, mais assez pour nourrir l'équipage, pour améliorer le navire, pour attirer des recrues. Chaque prise est aussi une leçon. On apprend à fouiller une cale vite, à repérer les caches, sous les planches, dans les barils, dans les doublures de vêtements. On apprend à lire les papiers, manifestes de cargaison, lettres, journaux de bord. On apprend à interroger sans perdre de temps. Où allez-vous? D'où venez-vous? Qui vous attend? Qui vous escorte? Et on apprend à reconnaître le mensonge dans les yeux d'un capitaine marchand qui sait que sa vie tient à une phrase. La violence, elle, est toujours là, même quand on ne la décrit pas. Elle est dans le bruit sec d'un mousquet qu'on arme, dans la corde qu'on passe autour d'un poignet, dans le canon qu'on pointe, non pas pour tirer, mais pour convaincre. Elle est dans l'humiliation. Faire monter un capitaine sur le pont, lui faire enlever son chapeau, lui faire comprendre que son autorité s'arrête là, et elle est dans la peur, cette peur animale qui fait trembler les genoux et qui parfois fait commettre des erreurs fatales. Bellamy apprend aussi la navigation comme un art de l'approximation. Les instruments existent, boussole, loch, sablier, cadran, mais la précision est relative. On estime la vitesse, on estime la dérive, on estime la position, on se trompe, on corrige, on vit avec l'idée qu'une erreur de quelques degrés peut vous envoyer sur un récif. Et la nuit, quand les nuages mangent les étoiles, on avance à l'instinct, à l'oreille, au goût du vent. Le goût du vent, oui, les marins le sentent sur la langue. Ils savent quand il tourne, quand il fraîchit, quand il annonce une mer mauvaise. Ils savent aussi que le vent est un allié capricieux. Un pirate peut être le plus audacieux du monde. S'il est encalminé, immobile sur une mer plate, il devient une cible. Un navire marchand peut s'échapper simplement parce qu'il a eu la chance d'un souffle au bon moment. La fortune sur l'eau est météorologique. Et pendant que Bellamy apprend, le monde autour de lui change. Les proclamations se multiplient, les gouverneurs écrivent à Londres, les marchands font pression. La Royal Navy lentement tourne son regard vers ces bandits qui perturbent l'Empire. On commence à parler plus sérieusement d'un pardon royal, d'une amnistie conditionnelle. Déposez les armes, rendez-vous, et vous serez épargnés. Beaucoup de pirates hésitent, certains acceptent, d'autres rient. D'autres encore font semblant d'accepter pour gagner du temps. Ce pardon, c'est une arme politique. Il divise, il sème la méfiance. Un équipage peut se fracturer entre ceux qui veulent tenter la réintégration et ceux qui savent qu'ils ont trop de sang sur les mains. Un capitaine peut perdre son autorité si ses hommes pensent qu'il les mène vers la corde. Et dans cette atmosphère, chaque décision devient plus lourde. Bellamy, lui, semble choisir la fuite en avant, pas forcément par folie, par calcul. Parce que tant que la mer est ouverte, tant que les routes sont pleines, tant que les patrouilles ne sont pas partout, il y a une chance de faire le coup qui change tout. Le coup qui permettrait peut-être de quitter la piraterie, de disparaître, de devenir un homme respectable avec de l'argent proprement blanchi dans un port complaisant. C'est le rêve de beaucoup. Un dernier coup, un dernier, toujours un dernier. Mais pour faire ce dernier coup, il faut un outil plus grand.
Un navire plus fort, plus de canons, plus d'hommes, plus de capacité à intimider. Les petits sloops sont rapides, oui, mais ils sont fragiles. Ils ne peuvent pas toujours affronter un marchand bien armé. Ils ne peuvent pas toujours porter assez de vivres pour une longue campagne. Ils ne peuvent pas toujours transporter un gros butin. Et surtout, ils ne peuvent pas toujours imposer le respect à distance. Alors l'ambition de Bellamy se précise. Il lui faut un bâtiment qui soit à la fois une arme et un symbole. Un navire qui transforme une bande de chasseurs en puissance flottante. Et pour obtenir ce navire, il faut soit le capturer, soit le voler à un autre pirate, soit le construire, ce qui est presque impossible sans se faire repérer. Capturer donc. Attendre la bonne proie, lire les routes, écouter les rumeurs. Dans les tavernes, les rumeurs ont une texture, elles se collent aux oreilles comme la fumée. Un gros navire est parti de telle île, il transporte des marchandises précieuses, il est chargé, il est lent, il a peu de canons. Et parfois, au milieu de ces phrases, un détail qui fait battre le cœur, il revient d'Afrique. Il a vendu sa cargaison, il a de l'or à bord. L'or, toujours l'or. Et déjà dans l'imagination, cet or est mouillé, parce qu'il vient de la mer et qu'il y retournera peut-être. Bellamy, en attendant ce moment, continue de se forger une image, Black Sam. Le noir, ce n'est pas seulement une couleur de pavillon, c'est une aura, une manière d'être perçu, un nom qui circule plus vite que le navire, un nom qui arrive avant vous dans un port et qui fait fermer des volets, ou au contraire ouvrir des arrière-salles, un nom qui fait que sur un pont marchand, un capitaine hésite, résister et mourir, ou se rendre et vivre. Et pourtant, malgré cette montée, malgré cette réputation, malgré cette impression de puissance, la piraterie reste une vie de précarité. Les maladies rôdent, le scorbut quand les fruits frais manquent, les fièvres quand on mouille dans des eaux stagnantes, les infections quand une blessure s'ouvre, les dents qui tombent, les corps qui s'usent. Un pirate peut avoir l'air invincible un jour et être un cadavre le lendemain, non pas à cause d'un boulet, mais à cause d'une plaie mal nettoyée. La nourriture, elle aussi, dicte la stratégie. On ne chasse pas seulement l'or. On chasse le bétail salé, la farine, les pois, le beurre, le fromage, le vin, la bière. On chasse les citrons quand on en trouve. On chasse l'eau douce. Un navire peut être riche et mourir de soif. Un navire peut être armé et être vaincu par la faim. La mer est un siège permanent. Et dans ce siège, Bellamy doit maintenir l'équilibre entre l'espoir et la discipline. Trop d'espoir, et les hommes deviennent imprudents, dépensent, boivent, se battent. Trop de discipline, et ils se sentent redevenir des marins de la Navy, des esclaves de pont, et ils se révoltent. Il faut donc une autorité souple, une autorité qui sait quand rire et quand frapper du poing. Une autorité qui sait promettre sans trop mentir. C'est peut-être là que se niche la part la plus dangereuse de Bellamy, sa capacité à rendre la piraterie raisonnable, à la présenter comme une alternative au monde des marchands et des rois, à faire croire qu'on peut être hors la loi et pourtant moral. Cette croyance est un carburant, elle permet de tenir, elle permet de justifier, elle permet de continuer à courir, encore, vers ce dernier coup qui n'arrive jamais, jusqu'au jour où il arrive. Et quand il arrivera, ce ne sera pas sous la forme d'un coffre enterré sur une plage, ce sera sous la forme d'un navire. Un navire réel, lourd, construit pour un commerce qui est l'un des plus lucratifs et des plus infâmes de l'Atlantique. Un navire dont le nom bientôt deviendra indissociable de celui de Bellamy. Pour l'instant, il n'y a que la mer, les voiles, les rumeurs, et cette sensation que tout se joue dans une fenêtre étroite. 1716 s'efface, 1717 approche. Les patrouilles se densifient, les pardons se murmurent, les ports deviennent moins sûrs. Et Bellamy, lui, avance comme un homme qui sait que la fortune ne se garde pas. Elle se saisit, vite, avant que le vent ne tourne, avant que l'or ne soit trop mouillé pour briller. Janvier 1717. Dans les parages des Bahamas, l'air a cette douceur trompeuse des hivers tropicaux, pas de froid qui mord, mais une humidité qui colle à la peau, qui fait gonfler le bois, qui rouille les ferrures, qui transforme chaque corde en serpent rêche. La mer, elle, n'est jamais vraiment calme. Elle respire. Elle soulève les coques comme des cages thoraciques, et sur cette respiration, Bellamy cherche un battement particulier, celui d'un gros navire chargé, lent, confiant, qui avance comme si le monde lui appartenait. Les pirates vivent d'oreilles. Ils écoutent les ports, les mouillages, les tavernes, les charpentiers, les pilotes. Ils écoutent les capitaines marchands quand ils parlent trop fort, les commis quand ils boivent trop, les matelots quand ils se plaignent de la ration. Un nom circule alors avec une densité différente, comme une pièce qu'on fait teinter sur une table pour attirer l'attention. Whydah Galley, un navire anglais construit pour la vitesse mais assez grand pour porter une fortune, un négrier.
un de ces bâtiments qui font la navette entre l'Afrique, les Caraïbes et les colonies, et qui, une fois la cargaison humaine vendue, repart lesté d'or, d'argent, d'indigo, de sucre, de tout ce qui se transforme en pouvoir à Londres. Le Whydah n'est pas un galion lourd et pâteau. C'est un navire de commerce rapide, conçu pour gagner du temps sur les routes atlantiques, pour arriver avant les concurrents, pour faire de la vitesse une arme économique, 3 mâts, une coque faite pour fendre, une silhouette qui promet la fuite plutôt que le combat. Mais il y a un paradoxe dans ces navires rapides. Ils doivent parfois porter des canons parce que la mer est infestée. Pas assez pour affronter une frégate de guerre, mais assez pour décourager un petit prédateur. Et ce pas assez devient, pour un pirate ambitieux, une invitation. Bellamy n'est pas seul à flairer l'occasion. La mer des Caraïbes, en 1717, est un marché saturé. Trop de capitaines hors la loi, trop de sloops qui tournent comme des requins autour des mêmes routes. La concurrence rend nerveux. Elle pousse à prendre des risques. Elle pousse à viser plus gros. Et viser plus gros, c'est accepter que la prise, si elle résiste, coûte du sang. Or, Bellamy, qui sait parler de justice et de liberté, sait aussi compter les morts. Un équipage décimé, c'est une fortune qui s'évapore avant même d'être touchée. Il faut donc la combinaison parfaite. La surprise, la vitesse, et cette mise en scène du pouvoir qui fait plier un capitaine marchand avant qu'il n'ait le temps de se croire héroïque. On imagine souvent l'abordage comme une scène de théâtre, grappin, cris, lame entre les dents. La réalité, quand elle est bien menée et plus froide, c'est une chasse. On repère la voile à l'horizon, on calcule sa route, on se place au vent, on réduit la distance sans se dévoiler, on joue avec les pavillons comme avec des masques, on attend le moment où l'autre navire ne peut plus fuir sans se mettre en travers, sans perdre sa vitesse, sans offrir son flanc, et puis d'un coup le noir monte au mât, le tissu claque. Le message est simple, ce n'est pas une rencontre, c'est une sommation. Le Whydah, commandé par le capitaine Lawrence Prince, revient alors de sa tournée la plus rentable et la plus sinistre. Il a quitté l'Afrique, il a livré des captifs aux Antilles, il a encaissé. Il transporte ce que les négriers transportent après la vente, de la monnaie, des métaux, des marchandises précieuses, des biens faciles à convertir, une richesse compacte, dense, qui tient dans des coffres et des sacs, qui ne sent pas le sucre ni le tabac, mais le métal et la sueur. Et cette richesse-là, Bellamy la veut non pas pour la dépenser en Rome, mais pour acheter une sortie, une porte, une terre ferme. La capture se joue vite, les récits divergent sur les détails, mais l'essentiel est là. Bellamy et ses hommes prennent le Whydah. Ils le prennent parce qu'ils ont l'avantage de la manœuvre, parce qu'ils savent intimider, parce que le capitaine marchand comprend qu'un combat prolongé peut transformer son navire en épave et sa cargaison en naufrage. La reddition dans ces eaux est souvent un calcul de survie. On baisse les armes pour sauver la coque, on cède pour sauver les hommes. On espère que les pirates seront raisonnables, c'est-à-dire pressés. Et Bellamy est pressé. Il est pressé parce qu'un navire comme le Whydah attire l'attention comme une torche dans la nuit. Il est pressé parce que chaque jour augmente la probabilité de croiser un bâtiment de guerre, un corsaire, un autre pirate jaloux. Il est pressé parce que la richesse sur mer n'est pas un état. C'est une phase instable, une mousse brillante à la surface qui peut disparaître au premier coup de vent. Alors commence l'opération la plus délicate. Transformer une prise en outil, transformer un navire marchand en navire pirate. Et là on quitte le romantisme pour entrer dans l'atelier. Un navire, c'est du travail, c'est du bois qui travaille, des joints qui s'ouvrent, des voiles qui se déchirent, des mâts qui fatiguent. C'est une mécanique de cordage, de poulies, de vergue, où chaque erreur coûte une chute, une main écrasée, une jambe brisée. Pour armer un bâtiment, il faut des canons, oui, mais il faut surtout des hommes capables de les servir. Un canon n'est pas une statue, c'est une bête. Il faut le nettoyer, le charger, le pointer, le retenir au recul, le ramener en batterie. Il faut des gargousses, des boulets, des mèches, des écouvillons. Il faut de la poudre sèche, et la poudre dans l'humidité tropicale est une obsession. On la protège comme on protège un cœur. Bellamy comprend immédiatement ce que le Whydah représente. Une plateforme, une coque rapide, solide, capable de porter une artillerie sérieuse. Les pirates, quand ils capturent un navire, font souvent un choix brutal. On garde le meilleur, on brûle ou on relâche le reste. Le navire d'origine de Bellamy, plus petit, plus nerveux, devient soudain insuffisant. Il faut un vaisseau qui impose le respect avant même de tirer. Le Whydah est donc piratisé. On y installe davantage de canons. Les sources parlent d'une vingtaine, parfois plus, selon les récits et les reconstructions. On réorganise le pont. On redistribue les espaces. On transforme la cale en coffre-fort provisoire, en ventre plein de métal et de marchandises. On adapte la discipline.
Un grand navire exige une hiérarchie plus précise, des quarts mieux tenus, une gestion plus stricte de l'eau et des vivres. Sur un sloop, on improvise? Sur un bâtiment de cette taille, l'improvisation tue, et pourtant, même dans cette montée en puissance, la piraterie reste une démocratie armée. Les hommes veulent voir, ils veulent compter, ils veulent savoir ce que vaut la prise, ils veulent leur part. Le butin n'est pas seulement une récompense, c'est le ciment. Sans partage crédible, le navire devient une prison flottante. Avec un partage crédible, il devient une communauté de prédateurs. On imagine la scène, des coffres ouverts, des sacs de pièces, des bijoux, des lingots, des marchandises fines. La lumière des tropiques frappe le métal et renvoie des éclats sur les visages. L'or n'a pas d'odeur, mais il change l'air. Il rend les hommes plus silencieux, plus tendus. Il fait naître des calculs derrière les yeux. Il fait surgir des souvenirs de faim, de coups, de soldes impayés. Il fait croire, surtout, que tout est possible. C'est là que naît la réputation de Bellamy comme le pirate le plus riche, non pas parce qu'il accumule pendant des décennies, comme un banquier, mais parce qu'il tient pendant un instant une concentration de richesses rares dans ce monde de prises modestes et de cargaisons encombrantes. Le Whydah, c'est un jackpot maritime, un éclair. Et comme tout éclair, il illumine plus qu'il ne dure. Bellamy, désormais, n'est plus seulement un capitaine de sloop, il est le maître d'un navire qui peut se présenter comme un petit bâtiment de guerre, un navire qui peut chasser des marchands armés, qui peut tenir tête à des proies plus grosses, qui peut imposer sa loi sur une route. Et cette puissance change tout. La manière dont on vous regarde, la manière dont on vous parle, la manière dont on vous craint. Mais elle change aussi la manière dont on vous poursuit. Un pirate sur un petit sloop peut se cacher dans les hauts fonds, disparaître derrière une île, se faufiler là où les gros navires n'osent pas. Un pirate sur un grand bâtiment devient visible. Il laisse une signature. Il a besoin de plus d'eau, de plus de vivres, de plus de réparations. Il doit mouiller plus longtemps. Il doit trouver des endroits où caréner, où gratter la coque, où remplacer des bordages. Et chaque mouillage est une chance pour un informateur de parler, pour un gouverneur de décider qu'il est temps de faire un exemple. La mer en 1717 est un espace politique. Les colonies anglaises, françaises, espagnoles, hollandaises se regardent, se jalousent, se volent. Les pirates exploitent ces rivalités. Ils savent qu'un port peut être hostile aujourd'hui et complaisant demain, selon les intérêts, selon les pots de vin, selon les ordres, reçus de Londres ou de Paris. Mais ils savent aussi que la patience des empires a des limites, et que ces limites se rapprochent. Le pardon royal, cette amnistie conditionnelle, plane comme une brume. Il promet la vie sauve à ceux qui déposent les armes, il promet une réintégration, il promet surtout une division, car un équipage qui a goûté à une prise comme le Whydah se demande « Pourquoi s'arrêter maintenant? Pourquoi rentrer pauvre, ou presque, quand on peut encore doubler, tripler, faire le coup définitif ?» Bellamy, lui, a quelque chose de plus dangereux que l'avidité, une idée. L'idée qu'il peut être riche et libre, l'idée qu'il peut prendre l'or sans devenir un simple bandit, l'idée qu'il peut d'une certaine façon se justifier. Cette idée, on la retrouve dans les paroles qu'on lui attribue, rapportées plus tard par des témoins, notamment lors des procès des survivants. Bellamy aurait tenu un discours célèbre à un capitaine capturé, un discours où il oppose les pirates aux riches et aux lois faites pour protéger les puissants. Il y a, dans ces mots, une rhétorique de révolte sociale, les pirates comme des hommes qui refusent d'être exploités, qui prennent ce que le monde leur refuse. C'est séduisant, c'est presque moderne, et c'est aussi en même temps une manière de se regarder dans un miroir sans voir le sang sur le pont, car le Whydah n'est pas un navire neutre, c'est un négrier, un instrument d'un commerce qui transforme des vies en cargaisons. Bellamy s'empare de ce navire, de sa richesse, de sa structure, et le convertit en arme. Il ne détruit pas le système. Il détourne un de ses outils, il prend la machine et change le conducteur. La coque reste la même. Le bois a absorbé les cris, la chaleur, la peur, et maintenant il absorbe les chants de pirates, les jurons, les ordres de combat. La mer, elle, ne juge pas, elle enregistre. Avec le Whydah, Bellamy peut désormais faire ce que peu de pirates peuvent te permettre. Choisir sa route avec ambition, il n'est plus condamné à picorer des petites prises. Il peut viser les routes plus au nord, celles qui longent la côte américaine, celles où circulent des navires chargés de marchandises, coloniales, de fourrures, de bois, de poissons et parfois d'argent. Il peut aussi viser un autre objectif, plus intime, plus dangereux. Remonter vers la Nouvelle-Angleterre, vers des eaux qu'il connaît, peut-être vers des rivages où l'on peut disparaître, où l'on peut se fondre, où l'on peut tenter de redevenir un homme normal. Mais redevenir normal quand on a un navire comme le Whydah, c'est comme essayer de cacher un incendie sous un manteau. Le Whydah attire des hommes,
Un grand navire, bien armé, riche, est une promesse de part plus grosse. Les pirates recrutent en permanence, sur les prises, dans les ports, parmi les déserteurs, parmi les marins maltraités. On offre une alternative à la discipline du fouet, on offre une part, on offre une voie parfois. Et beaucoup acceptent, parce que la mer marchande à cette époque est une machine à broyer. Soldes retardés, nourriture avariée, maladies, coûts. La piraterie, malgré ses risques, ressemble à une promotion. Mais plus l'équipage grossit, plus il devient difficile à tenir. Les articles, les règles, les compensations pour blessures, les interdictions de jeu, tout cela n'est pas de la morale, c'est de la gestion de crise. Un navire chargé d'or est un navire chargé de tension. Les hommes boivent, ils se battent, ils cachent, ils accusent. Le quartier-maître doit surveiller, le capitaine doit arbitrer, et Bellamy, qui a bâti sa réputation sur une forme de justice interne, doit prouver que cette justice tient quand les coffres débordent. La richesse ici n'est pas un repos, c'est une accélération. On imagine aussi la vie quotidienne sur ce Whydah Pirate, le pont encombré, les canons alignés, les cordages qui pendent comme des veines, l'odeur de poudre qui s'incruste dans le bois, les hamacs serrés, les hommes qui dorment tout habillés, parce qu'une alerte peut surgir à n'importe quelle heure. Les repas rapides, biscuits durs, viande salée, pois, rhum. L'eau douce rationnée toujours. Les réparations constantes, une voile rapiécée, un cordage changé, une pompe qu'on vérifie parce que la mer entre toujours, un peu, et qu'il faut la chasser sans cesse. Et puis, au-dessus de tout, la météo. La météo comme horloge, la météo comme juge, la météo comme piège. Bellamy sait qu'il joue contre une saison. Remonter vers le nord, c'est quitter les eaux plus prévisibles des tropiques pour entrer dans l'Atlantique Nord, ses brouillards, ses coups de vent, ses courants traîtres, ses bancs de sable. C'est aussi entrer dans une zone où les autorités coloniales anglaises sont plus structurées, où les ports sont plus surveillés, où les procès sont plus rapides, où la corde est plus proche. Pourquoi monter alors? Parce que la côte nord-américaine est aussi une zone de proie, parce que les navires y circulent, parfois moins armés, parfois plus confiants, parce que les pirates y ont des contacts, des refuges, des complicités, parce que surtout c'est une route vers une autre vie possible, vendre une partie du butin, acheter des identités, se disperser, disparaître. La piraterie, à ce niveau, devient une question de conversion. Convertir le butin en sécurité, convertir l'or en temps, convertir le temps en liberté. Et chaque conversion est un risque. Il faut toucher terre, parler à des gens, faire confiance, se montrer. L'or, tant qu'il est à bord, est une promesse. Dès qu'on essaye de le transformer en maison, en terre, en commerce, il devient une preuve qui pend au cou comme une pierre. Bellamy pourtant avance. Il avance avec ce navire qui est à la fois un trésor et une cible. Il avance avec une fortune qui n'est pas encore réelle, parce qu'elle n'est pas encore blanchie, pas encore investie, pas encore transformée en quelque chose qui dure. Elle est encore liquide, au sens le plus cruel. Elle peut couler. Et sur la route, il continue de prendre. Le Whydah, armée rapide, impose sa loi. Les navires capturés sont dépouillés de ce qui compte. Argent, armes, vivres. Parfois le navire lui-même, si c'est une meilleure coque. Parfois des hommes qu'on force ou qu'on convainc à rejoindre l'équipage. La piraterie recrute aussi par la peur. On offre un choix qui n'en est pas un. Rester sur un navire marchand et risquer la misère, ou rejoindre ceux qui tiennent les canons et risquer la corde. Beaucoup choisissent la corde plus tard plutôt que la fin tout de suite. Et Bellamy, dans cette mécanique, doit maintenir son image. Black Sam n'est pas seulement un surnom, c'est une marque. Une réputation qui doit être cohérente. Trop cruel et les proies se battent. Trop doux et on le prend pour un faible. Il faut donc une violence calibrée, assez pour convaincre, pas assez pour déclencher la rage désespérée. C'est là que la légende se fabrique, dans ces zones grises. On raconte qu'il traite certains prisonniers correctement, qu'il parle, qu'il argumente, qu'il se voit comme un homme plus honnête que les marchands. On raconte aussi forcément la peur qu'il inspire, parce qu'un pirate, même juste, reste un pirate. Il pointe des canons sur des hommes qui n'ont rien demandé. Il prend, il menace, il détruit des vies économiques, il peut ruiner un capitaine marchand en 1 heure, le renvoyer à terre avec une coque vide et une réputation brisée, et pendant que Bellamy joue au capitaine philosophe, l'Atlantique continue de tourner ses engrenages, les gouverneurs reçoivent des plaintes, les marchands écrivent, les primes augmentent, les patrouilles se renforcent, les ports deviennent plus méfiants, les informateurs plus gourmands, la fenêtre se referme. Le Whydah, dans cette histoire, est un sommet matériel, mais c'est aussi un sommet de fragilité, parce que plus on monte, plus la chute est courte.
Un petit pirate peut survivre en restant petit, en restant invisible. Un grand pirate, riche, armé, devient un événement, et un événement appelle une réponse. Bellamy, avec son navire transformé, est désormais dans une course où chaque décision pèse plus lourd. La route choisie n'est pas seulement une ligne sur une carte, c'est un pari sur le vent, sur la chance, sur la lenteur des autorités, sur la loyauté de ses hommes, sur la solidité d'une coque qui a déjà traversé l'Atlantique chargée de vies enchaînées. Et il y a au cœur de ce pari cette image qui colle au doigt, l'or mouillé. L'or qui brille dans un coffre mais qui, sur un navire, n'est jamais sec. L'humidité s'infiltre partout, le sel se dépose, les coffres suintent, les sacs de pièces prennent l'odeur du bois et de la mer. Même la richesse ici a le goût de l'océan. On peut presque entendre le cliquetis des pièces quand le navire roule, un bruit discret mais obsédant, comme si la fortune elle-même rappelait qu'elle n'est pas stable, qu'elle n'est qu'une cargaison, qu'elle n'est qu'un poids, et qu'un poids sur mer peut devenir une condamnation. Bellamy tient le Whydah comme on tient une torche dans une poudrière. Il sait que ce navire peut lui donner tout ce qu'il a cherché depuis son départ, une puissance, une richesse, une chance de sortir. Il sait aussi au fond que ce navire peut le trahir, pas par volonté, par nature, parce que la mer ne garde rien, parce que la mer est un coffre-fort inversé, on y dépose et elle reprend. Alors il met le cap vers le nord, vers des eaux plus froides, vers des côtes plus dangereuses, vers une promesse de terre ferme qui ressemble déjà à une menace. Et le Whydah avance, lourd de canons, lourd d'hommes, lourd d'or. Un palais flottant, un cercueil potentiel. La fortune de Bellamy à cet instant précis est immense. Elle est réelle, tangible, comptable. Elle est aussi suspendue à une chose que personne ne contrôle, le prochain changement de vent, le prochain grain, la prochaine nuit sans étoiles, la prochaine erreur de navigation, la prochaine vague qui frappe un peu plus fort que les autres. Et l'or dans les coffres continue de se mouiller, pas encore englouti, pas encore perdu, mais déjà marqué par la mer, comme si l'océan posait sa signature sur chaque pièce, en silence, en attendant son tour. Mars 1717. Plus on remonte, plus l'air change de texture. La douceur des Bahamas se défait comme un tissu trop fin, et l'Atlantique Nord commence à grincer. Le vent n'est plus seulement un souffle utile pour gonfler la toile, il devient une force qui juge, il sèche les lèvres, il pique les yeux. Il apporte cette odeur de varech et de froid qui annonce les latitudes où l'on ne plaisante plus avec la mer. Le Whydah file pourtant. Il a été construit pour ça, avaler des milles, gagner des jours, transformer la vitesse en profit. Maintenant, la vitesse sert à autre chose, à fuir, à surprendre, à faire croire qu'on peut choisir son destin comme on choisit un cap sur une carte. Mais une carte en 1717 n'est pas une promesse. C'est un compromis. Les côtes sont mal relevées, les bancs de sable bougent, les courants vous prennent par la cheville, et la navigation ce n'est pas une science propre, c'est une lutte permanente entre ce qu'on croit savoir et ce que le ciel consent à montrer. On estime la longitude à l'aveugle, on compte les nœuds au loch, on note les dérives, on scrute le soleil quand il daigne percer, la nuit on cherche des étoiles entre des nuages qui s'épaississent, et quand le brouillard tombe, il efface le monde comme une main sur une ardoise. Sur le pont, la richesse pèse, pas seulement dans la cale, en coffre et en sac. Elle pèse dans les gestes. Un navire chargé d'or et d'argent se manœuvre autrement parce que chaque manœuvre est une occasion de perdre, de casser, de se blesser, de déclencher une querelle. Les hommes ont les nerfs à vif, ils savent ce qu'ils portent. Ils savent aussi ce qu'ils risquent, car remonter vers la Nouvelle-Angleterre, ce n'est pas seulement chercher des proies, c'est s'approcher d'un monde où l'autorité anglaise a des dents plus visibles, les ports y sont plus disciplinés, les magistrats plus zélés, les sermons plus longs, et la corde, dans l'imaginaire collectif, pend déjà au-dessus des quais. Les colonies du Nord ont une relation particulière avec la mer. Elles en vivent, elles la craignent, elles la moraliseront jusqu'à l'os. Un pirate, là-bas, n'est pas un personnage exotique des tropiques. C'est une menace directe contre le commerce, contre l'ordre, contre l'idée même de communauté. Et pourtant, Bellamy insiste. Il y a dans cette décision quelque chose de presque intime, comme si le Nord n'était pas seulement une route, mais une destination intérieure. On a longtemps raconté, et la légende s'accroche aux hommes comme le sel au bois, qu'il voulait rejoindre une femme, Maria Hallett, sur Cape Cod, qu'il voulait revenir chargé de quoi acheter une vie à terre. Les archives, elles, sont plus sèches, plus avares. Elles ne confirment pas tout ce que la mémoire populaire a brodé, mais la logique, elle, est implacable. Un pirate ne peut pas rester pirate indéfiniment. Il faut un jour convertir, vendre, se blanchir, disparaître. Et pour disparaître, il faut un rivage. Le Whydah continue donc sa course,
Et sur cette course se greffe une autre réalité. L'équipage n'est pas une masse homogène, c'est un assemblage de langues, de rancunes, d'ambitions, des Anglais, des Irlandais, des Gallois, des hommes des colonies, des marins arrachés à des prises, des volontaires séduits par la part, des récalcitrants convaincus par la peur. Certains ont des cicatrices de fouet, d'autres des doigts manquants, d'autres encore cette fatigue dans le regard qu'on voit chez ceux qui ont trop longtemps respiré l'air humide des cales. La piraterie se vante d'égalité, mais l'égalité sur un pont se mesure à la capacité de tenir une manœuvre sous la pluie, à la force de tirer un canon, à l'endurance de pomper quand la coque prend l'eau, et quand la mer se fâche, les discours deviennent secondaires. Ils prennent encore, sur la route, des navires plus petits, des caboteurs, des marchands qui longent la côte. On dépouille vite. On prend les vivres, les armes, l'argent liquide, les tissus, parfois des barils de rhum, parfois des outils. On laisse repartir souvent parce qu'on n'a pas le temps de s'encombrer. Un grand navire pirate ne peut pas traîner derrière lui une caravane de prise. Il doit rester mobile. Il doit rester insaisissable. Et plus il est riche, plus il doit être rapide, parce que la richesse attire la chasse. La chasse, justement, n'est pas une abstraction. Elle est faite de lettres, de proclamations, de primes. Elle est faite de gouverneurs qui veulent éprouver leurs ailes à Londres, de marchands qui exigent protection, de capitaines de la Royal Navy qui rêvent d'une capture spectaculaire. Le pardon royal, cette amnistie qui flotte dans l'air de 1717, est aussi une arme. Il divise les équipages, il fait naître des soupçons. Il donne aux autorités un langage de clémence pour mieux isoler ceux qui persistent, et Bellamy, avec son Whydah lourdement armé, ne peut pas se permettre d'être isolé. Il a besoin de cohésion. Il a besoin que les hommes croient encore à la promesse. La promesse, c'est l'or. Mais l'or sur mer n'est jamais sec. Il est dans des sacs qui prennent l'humidité, dans des coffres qui suintent, dans des poches où les pièces collent à la peau. L'or mouillé. Cette image n'est pas seulement poétique, elle est physique. Le sel s'infiltre partout. Il ronge les serrures, il ternit les métaux, il fait gonfler le bois. Même la fortune se dégrade, lentement, au contact de l'océan. Comme si la mer rappelait, pièce après pièce, qu'elle est la propriétaire finale. Et puis vient avril, le mois où l'Atlantique Nord peut offrir des journées claires, presque trompeuses, et le lendemain vous jetez une tempête comme une porte qu'on claque. Le 26 avril 1717, la côte de Cape Cod est là, quelque part, mais la côte de Cape Cod n'est pas un trait net. C'est une série de pièges, des bancs de sable, des barres, des courants qui se croisent, une côte basse, difficile à lire de loin, surtout quand le temps se ferme. Les marins de la région le savent, on ne prend pas Cape Cod comme on prend un port des Antilles. On l'approche avec prudence, on respecte les signes, on écoute la mer. Et la mer, ce jour-là, parle fort. Le vent monte. Pas un vent utile, pas un vent de route. Un vent qui désorganise. Il tourne, il force, il arrache des embruns qui fouettent le visage comme des grains de verre. La pluie peut venir en rideau, puis s'arrêter, puis revenir. La visibilité se réduit, le ciel se rabat sur l'eau, et le Whydah, avec sa taille, avec son poids, avec ses canons, avec sa cargaison de métal, devient moins agile qu'il ne l'était sous les tropiques. On imagine le pont, les hommes qui crient pour s'entendre, les ordres qui se perdent dans le vent, les voiles qu'on réduit à la hâte, à la main qui glissent sur des cordages trempés. Le bois est vivant sous les pieds, il vibre, il gémit. La barre demande une force constante. Les vagues ne sont plus des ondulations, ce sont des murs qui viennent frapper la coque, qui la soulèvent, qui la laissent retomber, avec une brutalité qui fait trembler les dents. Dans ces moments-là, la discipline n'est pas une question de morale, c'est une question de survie. Un homme qui hésite, un nœud mal fait, une voile mal carguée, et c'est un mât qui peut partir. Un mât qui part, c'est un navire qui perd sa capacité à se présenter au vent. Et un navire qui ne se présente plus au vent devient un objet que la mer pousse où elle veut. La côte est proche, et c'est ça le pire. Parce que la côte dans une tempête n'est pas un refuge, c'est une mâchoire. Les bancs de sable de Cape Cod sont célèbres pour ça. Ils attrapent les coques, ils les immobilisent, et ensuite les vagues font le reste. Elles frappent, elles tordent, elles ouvrent. Elles transforment un navire en débris. Le Whydah touche. Ou plutôt il est pris. La quille rencontre le sable, la coque se bloque, et la mer, qui jusque-là était un adversaire mobile, devient un marteau. Chaque vague soulève puis écrase. Les canons, ces bêtes de métal, deviennent des projectiles internes. Ils arrachent leur fixation, ils roulent, ils brisent. Dans la cale, les coffres se déplacent, les sacs de pièces se déchirent, l'or se répand comme une pluie lourde. L'or mouillé, enfin, au sens le plus littéral, l'eau envahit, le sel s'empare,
et la fortune se mélange à la boue et au bois éclaté. La nuit, ou ce qui ressemble à une nuit dans un ciel de tempête, avale les détails. On ne voit plus que des formes, des éclats d'écume, des silhouettes qui se battent contre des cordages. Les hommes tentent de se jeter à l'eau, mais l'eau est glacée, l'eau est violente, l'eau est pleine de débris. Nager n'est pas une compétence abstraite. C'est une lutte contre des vêtements lourds, contre des bottes, contre des vagues qui vous retournent. Et même un bon nageur, dans ces conditions, n'est qu'un corps de plus dans une machine. Bellamy meurt là. Le capitaine, celui qui tenait la promesse, disparaît dans le fracas. Il n'y a pas de scène héroïque propre, pas de dernier discours. La mer ne donne pas ce genre de sortie. Elle prend vite, elle prend beaucoup. Sur environ 140 hommes, les chiffres varient selon les témoignages. Comme toujours, quand la mer efface les registres, une poignée seulement survit. 2, parfois on dit 3, parviennent à atteindre la rive vivant. Le reste est avalé. Les corps sont rejetés plus tard, ou pas. Les débris s'éparpillent. Et l'or, lui, commence sa nouvelle vie, celle d'un trésor englouti, d'une richesse qui n'appartient plus à personne, sinon à la légende. Au matin, Cape Cod n'est pas un décor romantique. C'est une côte de travail, de pêche, de communautés qui vivent avec la mer comme avec un voisin dangereux. Les habitants voient les épaves, ils connaissent le langage des tempêtes, ils savent aussi ce que signifie un navire pirate, des armes, des hommes hors la loi, une menace potentielle. Alors ils se mobilisent. On récupère ce qu'on peut. On surveille les survivants, on alerte les autorités. Et les survivants, justement, n'ont pas seulement survécu à la mer, ils doivent maintenant survivre à la terre. Parce que la terre, en Nouvelle-Angleterre, a ses propres tempêtes, celles des tribunaux, des sermons, des exemples publics. Les hommes capturés sont conduits à Boston. Boston, en 1717, n'est pas une grande métropole au sens moderne, mais c'est un centre colonial important, un port actif, une ville où l'ordre se met en scène. Les quais sentent le poisson, le goudron, le bois humide. Les rues sont étroites, les maisons serrées, les regards nombreux. On y parle de commerce et de salut, de profits et de péchés. Un pirate, là, n'est pas seulement un criminel. C'est une figure du désordre, un affront à la hiérarchie, une insulte à la propriété. Le procès des survivants du Whydah devient un événement parce qu'il y a des morts, parce qu'il y a un navire célèbre, parce qu'il y a cette idée insupportable qu'une fortune immense a été là, à portée de main, puis a disparu sous les vagues. Les autorités veulent des coupables visibles. Elles veulent montrer que la mer peut être anarchique, mais que la justice, elle, reste debout. Dans les salles d'audience, on entend des récits de prises, de menaces, de canons pointés, de navires dépouillés. On entend aussi des tentatives de se sauver par les mots. Certains accusés plaident la contrainte. Ils auraient été forcés de rejoindre l'équipage, ils auraient été menacés, ils n'auraient pas eu le choix. Et ce n'est pas toujours un mensonge. La piraterie recrute souvent ainsi, par pression, par opportunité, par peur. La frontière entre volontaire et forcé est floue sur un pont où les canons parlent, mais la justice coloniale n'a pas le luxe de la nuance. Elle a besoin de catégories, pirate ou non, coupable ou non, et elle a besoin de pendaison, parce que la pendaison est un langage que tout le monde comprend, du marin au marchand. Plusieurs sont condamnés, certains sont acquittés, parfois parce qu'on estime qu'ils ont été contraints, parfois parce que les preuves manquent, parfois parce que des témoins hésitent, d'autres sont pendus. Les exécutions dans ce monde ne sont pas seulement une peine, ce sont des spectacles moraux. On montre le corps pour discipliner les vivants. On transforme la mort en avertissement. Et pendant que Boston juge, la mer garde. Elle garde le Whydah comme un coffre-fort inversé, exactement. Non pas un coffre qui protège, mais un coffre qui confisque. Les pièces, les bijoux, les armes, les objets du quotidien, tout ce qui était la preuve matérielle de la fortune de Bellamy, repose, désormais sous le sable, dans une eau froide, brassée, qui déplace les choses, qui les enterre, qui les ressort parfois, puis les reprend. La légende, elle, commence à travailler, parce qu'un pirate mort jeune, au sommet, sans avoir eu le temps de se banaliser, devient une surface parfaite pour les projections, le plus riche, le plus chanceux, le plus juste, le plus dangereux. On choisit l'étiquette qui arrange, on oublie les détails qui dérangent, on retient l'image. Un navire négrier devenu navire pirate, chargé d'or, brisé sur une côte puritaine. C'est une parabole prête à l'emploi, la mer qui punit, la fortune qui se retourne, l'homme qui croit tenir le monde et qui finit dans l'écume. Et pourtant, ce qui rend l'histoire de Bellamy si particulière, c'est que la mer, des siècles plus tard, rend une partie de ce qu'elle a pris, pas par générosité, par accident, par érosion, par curiosité humaine.
Au XXe siècle, l'épave du Whydah est retrouvée au large de Cape Cod, et là, la légende rencontre enfin la matière. Des canons, des pièces, des objets personnels, des fragments de coque, des preuves qui ne racontent pas tout, mais qui racontent assez pour donner du poids à ce qu'on croyait être seulement un récit. Une pièce sortie du sable n'est pas seulement une pièce, c'est un témoin. Elle a été frappée quelque part, elle a circulé, elle a été comptée, volée, recomptée, puis elle a passé 2 siècles dans le noir, dans le froid, dans le sel. Elle porte sur elle le temps comme une corrosion. Et quand on la tient, on comprend quelque chose de brutal. La richesse de Bel-Ami n'a jamais eu le temps de devenir une richesse à terre. Elle n'a pas eu le temps de se transformer en maison, en terre, en héritage, en dynastie. Elle est restée ce qu'elle était dès le départ. Une cargaison qui a coulé. C'est ainsi que se referme, sans se refermer vraiment, le destin de Black Sam, un homme qui, pendant quelques semaines, a tenu entre ses mains une concentration de fortune rare, presque absurde, et qui n'a laissé derrière lui qu'un champ de débris, des procès, des pendaisons, et cette image obsédante qui colle à l'histoire comme le sel à la peau, l'or mouillé, brillant une seconde, puis avalé par l'Atlantique, comme si la mer avait attendu patiemment que l'éclair s'éteigne, pour reprendre la nuit.